Bonjour la team Replay, YouTube et Patreon, j'espère que vous allez bien. C'est le Replay Tech. Aujourd'hui, évidemment, on a parlé du Ramageddon, viteuf, mais en gros, Samsung gagne beaucoup d'argent. Mais on s'est intéressé à du Samsung qui nous intéresse peut-être un peu plus, genre un téléphone portable qui arrive le 22 juillet et dont le form factor est celui que j'attends depuis des années. Vous savez très bien duquel je parle. C'est également un téléphone dont on parlera du côté de chez Apple, puisque le jumeau arrive peut-être plus tard, puisqu'il est annoncé pour septembre, mais peut-être pas avant novembre. Et entre les deux, puisqu'on parle d'annonce de smartphone, Google arrive évidemment avec sa 11e génération de Pixel. Mieux, peut-être, plus cher, très certainement. Pour revenir sur la tech qui te fait un peu plaisir aussi quand même, on parlera de trucs vraiment cool, genre un écran à encre électronique à 60 Hz en couleur, une caméra étonnante et une caméra, un appareil photo qui fait son retour après 9 ans d'absence. Et enfin, le dauphin préféré de tous les hackers, le Flipper One et Flipper Zero. On aura des nouvelles. Bon visionnage. Premier point aujourd'hui pour cette revue de presse côté tech, une petite capsule temporelle. Pourquoi? Eh bien parce que les États-Unis d'Amérique ont 250 ans. C'est peu, voilà. Contrairement à ce que certains Américains pensent en disant ouais, on est le premier pays qui fête ses 250 ans, c'est incroyable. C'est mignon. Mais bon, bref, on va pas faire du gatekeeping d'ancienneté de pays. Mais évidemment, on va pas non plus revenir sur les célébrations, l'organisation des célébrations, l'homme à la tête des célébrations, les détournements de célébrations, tout ça, c'est pas le but. Aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, la politique va revenir de manière grandissante dans mes streams d'ici un certain mois de mai 2027. Mais en attendant, eh bien, les différents États de ces États-Unis d'Amérique ont rassemblé des objets dans une capsule temporelle qui sera à ouvrir dans 250 ans, évidemment, puisque 1776 plus 250, 2026. Et puis après, on sera évidemment en 2276 pour ouvrir bien, cette capsule temporelle. Ce qui est intéressant, c'est que chaque État a un peu envoyé dans cette capsule temporelle des objets à eux ou des signatures, enfin des signatures, un certain type d'objet qui raconte un peu aussi l'État et comment il est. Donc, on a notamment un État classique qui a fait un truc pas mal. Ils ont mis une capsule temporelle dans une capsule temporelle. Et la capsule temporelle, c'est un iPhone 17 Pro. Pour ça aussi que je vous parle de ce petit sujet en intro de ma revue de presse tech. Intéressant, puisque les gens qui ont utilisé cet iPhone 17 Pro savent que cet iPhone 17 Pro lui-même ne sera pas fonctionnel dans 250 ans. Même s'il était conservé dans des conditions idéales, évidemment, une grande partie des circuits imprimés, la batterie, etc., seraient largement détériorés, ne sont pas faits pour tenir plusieurs décennies, encore moins 2 siècles. Et voilà, il n'empêche que ils ont chargé ce téléphone avec des artefacts numériques, c'est-à-dire des bouts de conversation, des photos, des traces de vie de ce qu'était l'utilisation d'un téléphone, d'un smartphone en 2026. Ce que je trouve plutôt juste et plutôt pertinent, encore une fois, sur... c'est vrai qu'aujourd'hui, notre capsule temporelle, de tout, c'est un peu notre téléphone, quoi. C'est ce qu'on utilise pour enregistrer avec la voix, avec du texte, avec des photos, des vidéos, avec des mails, avec des échanges, avec des expériences de jeu, de la consommation de contenu, un peu une bonne partie de notre vie. Et je trouvais ça assez intelligent d'utiliser un iPhone 17 Pro comme étant une trace, un artefact de ce qu'était la civilisation humaine en 2026. Encore une fois, si on avait expliqué aux gens de 1776 ce que serait la vie en 2026, je pense que très peu auraient pu comprendre ce que serait notre vie aujourd'hui. Donc ça qui est fou, c'est que d'une certaine manière, on se projette sur des idées toujours assez folles sur le futur, en mode on va traverser l'univers. Mais pour revenir à des choses très très normales, en fait, je pense que les gens ne comprennent pas ce que c'était que la vie sans eau courante, la vie sans droit de vote pour les femmes, la vie sans communication avec autre part qu'une personne qui était à portée de voix, par exemple. Beaucoup, beaucoup de choses. Donc j'aime beaucoup cette idée d'avoir, encore une fois, utilisé un iPhone 17 Pro, qui est le téléphone le plus populaire des États-Unis, de l'avoir rempli donc de traces, d'archives, de pratiques numériques sur ce téléphone et de l'avoir enfoui dans cette capsule. Autre point, il y en a un qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un État, je crois que c'est la Californie, qui a demandé à Claude, donc le chatbot d'Anthropic, d'imaginer ce que serait la vie en 2276. Et donc Claude a fourni un texte sur ce qu'il pense être là-dessus la vie en 2276, la Californie en 2276 notamment, et ils l'ont tout simplement enterré tel quel. Et pareil, je trouve que c'est une idée assez intéressante. C'est une belle capsule temporelle de savoir de quoi étaient capables les assistants de type IA moderne
en 2026, ce qui fera évidemment bien rigoler nos descendants en 2276. Ils pourront évidemment comparer les prédictions de Claude et voir aussi comment eh bien, une IA pouvait réfléchir à l'époque. Claude, en tout cas, a annoncé un vieux fantasme de l'État californien, même de l'Ouest américain, qui est une sorte de sécession et une prise d'indépendance à la fois géographique, avec potentiellement la faille de Santa Monica qui séparait la Californie du reste des États-Unis, et aussi une indépendance, on va dire, politique et économique. Je vous rappelle que la Californie est l'État à la fois le plus riche et puis un des plus progressistes des États-Unis. Et des fois, ça parle de plus en plus, enfin des fois, de plus en plus, ça parle un peu d'indépendance. C'est assez rigolo. Et puis, je crois que l'État le plus naze de naze, c'est, je sais plus quel État. Bon, je vais le retrouver peut-être ici. Ils ont juste donné un document avec la liste des élus de l'État en 2026. C'est nul à chier. C'est vraiment, vraiment, vraiment nul à chier là-dessus. Mais bon, voilà. Comme quoi, tous les États n'ont pas fait la même chose, mais je trouve que c'était toujours une réflexion assez intéressante à faire, évidemment, de montrer ce qu'est notre vie actuellement, de l'imaginer ce qu'elle sera dans 250 ans et de mesurer le parcours depuis 250 ans. J'ai Pif qui demande s'ils n'ont pas mis l'Epstein File. J'aimerais beaucoup que, caché dans cet iPhone 17 Pro, se trouve l'Epstein File. Mais bon, j'espère que les Epstein Files vont être déterrés avant 250 ans. Est-ce que c'est le Wyoming qui a fait ça? Je sais plus quel État. Quelqu'un peut me le retrouver dans le chat parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et en ce moment, comme je commence tard, je suis un peu pris par le temps. Mais si quelqu'un peut me le retrouver, il y a un État qui a vraiment été nul à chier, là où les autres, ils ont enterré des photos, des sculptures, des œuvres d'art. Il y a un État, c'est vraiment, ils ont fait un polycopier avec le nom des élus et c'est tout. J'espère que vous n'entendez pas trop le ventilateur dans le fond. Non, c'est bon, vous l'entendez pas. Parce que je suis en train de chauffer doucement mais sûrement dans cette pièce. Maintenant, on va enchaîner avec de la tech là-dessus. Et un petit point évidemment à Ramageddon. Voilà, on l'aime le Ramageddon, on l'aime très très fort. Mais petit point à Ramageddon. Attends, je vais recaler la cam. Voilà, ça va être mieux comme ça. Je pense que je suis mieux cadré. Petit point à Ramageddon avec nos amis de chez Samsung. Je vous rappelle que Samsung s'est évité in extremis une grève historique des employés de la division chipset, évidemment, module de mémoire. Merci Willou, c'est Missouri apparemment qui ont été des gros cancres dans cette grande histoire de capsule temporelle pour les 250 ans des États-Unis. Samsung ici, devrait, selon les analystes, publier en 2026 des profits records. Et quand on parle de profits records, on parle de profits records depuis 40 ans et depuis que Samsung est coté en bourse. Ok, tu dis, meilleur profit, évidemment, c'est la mémoire vive. Alors non, c'est pas les meilleurs profits depuis 40 ans. En 2026, Samsung devrait connaître des bénéfices supérieurs aux 39 années cumulées précédentes de bénéfices. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la débilité encore une fois de l'industrie de l'IA qui est en train de faire tout péter en termes de spéculation, en termes de dépenses. Et donc Samsung, les gens, qui d'ailleurs désormais je crois est derrière SK Hynix en termes de l'entreprise la plus rentable de Corée, mais Samsung le géant, c'est complètement débile. On parlerait, regardez bien ici, Samsung aurait un bénéfice annuel de 200 milliards de dollars. Les bénéfices de Samsung en 2026 devraient surpasser l'accumulation de tous les profits précédents de ces 40 dernières années, depuis que l'entreprise est rentrée dans le secteur du semi-conducteur. C'est juste complètement pété. Bonjour Tough Hunter. Voilà. Je vous rappelle que pendant ce temps-là, il y a eu une grève parce que Samsung ne voulait pas trop partager les bénéfices avec ses employés de cette division semi-conducteur et que désormais, je vous rappelle aussi que, enfin je vous rappelle, non, je vous le dis parce que je ne l'ai pas fait en revue de presse, mais il y a des menaces de grève dans les autres segments de Samsung qui évidemment sont très très jaloux et frustrés de voir que les ouvriers de la division semi-conducteur touchent des bonus absolument délirants. Apparemment, il y avait des vidéos sur les réseaux sociaux coréens complètement folles où on voyait tous les concessionnaires de voitures de luxe à Séoul pris d'assaut par des employés de Samsung et de SK Hynix qui venaient dépenser leur bonus de plusieurs centaines de milliers d'euros pour acheter des voitures, des SUV, des voitures de sport. Et la vue était un peu irréaliste, quoi. Voilà. Bon, bref. Des bisous, évidemment, pour les gens qui veulent s'acheter des barrettes de RAM pour juste jouer aux jeux vidéo.
Cool qui dit attention, 1 billion égale 1 milliard et 1 trillion égale 1000 milliards. Tout à fait. Donc là, on est sur 200 billions, donc 200 milliards de dollars de bénéfices. C'est ce que j'ai dit, non? 200 milliards de dollars de bénéfices, non? Bon, je sais pas si je me suis trompé, mais on est sur 200 milliards. Et donc, je vous rappelle que ce ne sont même pas des chiffres d'affaires. Ce sont des bénéfices. C'est juste complètement taré. Voilà. Bref. En attendant, Samsung est toujours vivant et Samsung, les autres divisions de Samsung, les pauvres, continuent à faire des produits. Hein, voilà, ils continuent à faire des produits normaux aussi pour nous, comment dire, les petits mortels. Alors attendez 2 secondes parce que déjà en plus, sachez que je ne vous ai pas donné les liens. Je me dépêche pour vous redonner les liens. Hop, dans le chat et évidemment dans mon Discord et donc aussi dans les commentaires et les descriptions de mes replays. Voici ici, voici ici. Voilà. Et est-ce qu'il y a un 300 trillions? Voilà ici. 300 trillions de won. Donc attention, les won, c'est évidemment c'est la monnaie coréenne qui n'est pas sur le même taux de change que les dollars. Voilà, donc je vous ai donné que les dollars. Alors, du coup, on retourne chez Samsung avec le Unpacked. Oh là là, un événement qui est tellement traditionnel. Regardez-moi ce teaser extrêmement subtil. Ouh. Mais que vois-je? Un ticket dont on enlève le haut et qui fait qu'on a un form factor qui est moins haut que d'habitude. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que c'est subtil de la part de Samsung. On s'en fout parce que je vous le rappelle, le Samsung Galaxy Z Fold Wide est très certainement le téléphone que j'attends le plus de l'année. Oui, le téléphone qui aura le plus de hype et qui sera le plus regardé de l'année sera très certainement l'iPhone Fold, qui partagera, je vous rappelle, les mêmes dimensions que le Samsung Galaxy Z Fold Wide et que le Huawei Pura X Max, voilà. Mais pourquoi j'attends plus le Samsung? Parce que Samsung a une expérience dans les téléphones pliants et ils ont notamment Dex aussi, qui est désormais natif dans leur téléphone Trifold, qui, je vous rappelle, transforme votre téléphone en un ordinateur portable en termes d'interface et qui est vraiment très efficace. Donc si vous n'avez jamais essayé Dex, c'est assez impressionnant. Et donc voilà, vous le voyez désormais, nous aurons le Galaxy Unpacked le 22 juillet avec ce teaser, vous le voyez, d'un ticket assez vertical qui représente évidemment le form factor de leur Galaxy Z8 Fold, qui est très vertical et qui désormais est moins haut puisque nous aurons un Galaxy Z Fold Wide. Alors c'est pas 100% vrai parce que je vous rappelle que le Galaxy Z Fold Wide ce sera pas juste un Galaxy Z Fold dont on a raboté un quart, comme le teaser le laisse montrer, voilà. Puisque en vrai, le Galaxy Z Fold Wide devrait être également plus large que le Galaxy Z Fold. Donc voilà, je ne vais pas revenir dessus parce qu'on a fait beaucoup de discussions autour de ce que c'est que le bon form factor d'un téléphone ou d'un téléphone même pliant. On en a longuement parlé, donc je ne reviendrai pas dessus. Mais sachez que j'attends très impatiemment l'officialisation. On devrait avoir évidemment un Galaxy Z Flip classique du côté de chez Samsung. On devrait avoir le Galaxy Z Fold normal qui deviendrait le Galaxy Z Fold Ultra et qui serait le super haut de gamme. Et le Galaxy Z Fold Wide serait moins haut de gamme que le Galaxy Z Fold Ultra. Bon, c'est compliqué à dire, mais on va y arriver. Donc voilà, 3 téléphones pliants. On aura aussi très certainement des nouvelles montres avec les Galaxy Watch. Donc pareil, je vais vous épargner les rumeurs parce que globalement, elles ont exactement le design des montres de l'année dernière. Donc un design que je n'ai pas trop apprécié. Alors que je trouve que les Galaxy Watch étaient pour moi les plus belles smartwatches globalement. Le nouveau design ne m'a pas trop séduit, malheureusement. Et cette année, ça devrait être à peu près le même design. Bref, rendez-vous le 22. Marquito qui demande est-ce que les Z Flip sont bons pour les téléphones de tous les jours? Tout à fait. Je l'ai utilisé pendant plusieurs semaines, le Z Flip, pardon. Oui, le Z Flip. J'ai utilisé le Z Flip pendant plusieurs semaines cet été, justement après sa sortie. Et justement, je vous disais que je cherchais un téléphone qui avait un form factor assez minimaliste pour l'utiliser que sur l'écran externe. Malheureusement, le Z Flip reste un téléphone qui est limité sur ce qu'on peut faire sur l'écran externe, même en passant par 2-3 applications tierces officielles ou non officielles. Mais pour le reste, c'est un téléphone haut de gamme qui était performant, qui avait un bel écran externe, un bel écran interne. Donc tout va bien. Après, je vous rappelle que ces téléphones ont aussi des challenges en termes de résistance et de fiabilité dans la vie de tous les jours. Donc est-ce que c'est un téléphone que je conseillerais par rapport à un téléphone haut de gamme normal? Non. Puisqu'en plus, c'est un téléphone qui n'apporte pas vraiment
un usage, bien que Samsung essaye de trouver des usages, hein, avec, des fonctions, selfie vidéo avec, les capteurs audio du téléphone, trucs un peu sympas, mais je pense que ça n'en vaut pas la peine. Je c'est pratique, c'est joli, mais tant que l'écran externe ne sera pas vraiment, déloqué, on va dire, de la part de Samsung, je pense que leur concept va pas assez loin. Après, le Z Flip s'adresse à une cible qui est plutôt premium et lifestyle, hein, donc c'est pas forcément des gens qui cherchent une forme de productivité, de minimalisme avec le téléphone, donc je comprends aussi pourquoi Samsung n'a pas été poussé de ce côté-là. Et voilà, mais effectivement, je pense que les Z Fold vont plus loin dans la conception d'avoir deux usages différents et bien distincts, même si je vous rappelle encore une fois que je pense que les téléphones pliants actuels n'ont pas le bon form factor pour vraiment séduire les gens, et on verra si ce nouveau form factor eh bien, séduira un peu plus les gens. Maintenant, l'autre point aussi qu'il faudra garder en tête, c'est qu'il y a aussi des grosses rumeurs de hausse de prix, puisque je vous rappelle que tout le monde est en train d'augmenter des prix à cause de notamment Samsung. Enfin, l'autre Samsung. Des bisous à Samsung Mobile, qui évidemment sont un peu en difficulté, parce que Samsung Semiconductor est en train de se baigner dans du champagne. Est-ce que j'essaie le Game Saver Taco? Pas du tout, Vicaster. Merci beaucoup pour ton tour, les prix sont dissuasifs. J'étais juste hypé par le format Game Boy Advance SP. Ouais, le format est très agréable à utiliser, mais le fait que l'écran externe ne soit pas très capable, ça rend le téléphone un peu frustrant personnellement. Voilà. Alors, justement, en parlant d'annonce, 3 semaines après, qu'est-ce qu'on va avoir comme prévu? L'autre constructeur de l'été. Comme d'habitude maintenant, chez Samsung, on est vraiment en mode juillet, et chez Google, on est en mode août. Qu'est-ce qu'on va avoir au mois d'août du côté de chez eh bien Google? Je vous le donne en mille, les Pixel 11, les Pixel 11 Pro, le Pixel 11 Pro Fold, et peut-être d'autres petites choses comme des écouteurs. Pareil, je vous épargne, si je vous montre un peu les rumeurs vite fait. Voilà, hop, les rumeurs, les fuites du côté des Français de chez Deal Labs. Mais on aura des téléphones avec des designs assez proches de ce que sont les Pixel 10, avec potentiellement une barre noire, enfin la partie noire sombre, qui prendrait toute la largeur de la fameuse visière des Google Pixel. On aura un Pixel Pro Fold qui serait plus fin pour venir un peu s'attaquer à ce que font les meilleurs du genre, donc notamment les Honor. Donc c'est un téléphone qui était agréable, qui était désormais étanche, mais qui n'était pas le plus fin. Donc le Pixel Pro Fold serait plus fin. Il aurait un nouvel îlot photo et on aurait des bords d'écran encore plus fins qu'auparavant. Donc écoutez, plutôt des bonnes nouvelles. Voici le Pixel 11 avec, vous voyez, sa visière noire complète, un peu comme le Pixel 10A. Pour le reste, on aurait toujours ce processeur Tensor qui est quand même pas foufou. Est-ce que la nouvelle génération sera plus agréable et plus performante à voir? Moi, je vous avoue que dès que je veux faire des trucs un peu costauds, genre du jeu, c'est vrai que ça se fait un peu mettre à l'amende par du Qualcomm Snapdragon. Et aussi, ça chauffe quand même pas mal, mine de rien. Pour le reste, bah, en fait, ce qui fait peur, c'est d'avoir une hausse de prix aussi. Je vous rappelle que Google n'a malheureusement pas attendu le Ramageddon pour augmenter les prix de ses téléphones ces derniers temps. Et comme je vous l'avais dit il n'y a pas longtemps, les Google Pixel, qui étaient pour moi vraiment mon conseil quasi indisputable de téléphone Android, mon premier choix. Et comme je voyais, même moi, je carbure au Pixel comme téléphone principal depuis maintenant 2 ans. C'était aussi parce qu'il y avait, comme je vous le dis, 2 points forts. Le premier, c'était encore une fois le suivi logiciel, qui fait que vous aviez un téléphone fait par Google, suivi par Google. Donc les nouveautés, elles arrivaient systématiquement et en premier sur ces téléphones, ce qui est important. Il n'y avait pas de bloatware et de surcouche des autres constructeurs. Donc on avait, on va dire, une forme assez pure, épurée d'Android, efficace, etc. Et évidemment, le prix, puisque nous avions des téléphones qui étaient à des prix très, très, très largement plus bas que des téléphones haut de gamme. On avait des téléphones qui étaient globalement à 200, 300 euros moins cher qu'un iPhone, avec des offres d'achat assez monstrueuses. On offrait des Pixel Watch par-ci, on offrait des casques Bose par-là.
C'était un peu la fiesta. Et puis ces derniers temps, les cadeaux se sont raréfiés. On est passé à 1 an de Google Pro Gemini, de Google Gemini Pro, au lieu d'avoir une montre ou des écouteurs pro. Et puis surtout, les prix ont augmenté. On a gagné 100 euros par-ci, 100 euros par-là. Voilà. Et en fait, à la fin, le Google Pixel est un téléphone qui vaut le prix d'un Samsung Galaxy S26 ou d'un iPhone, sans en avoir les performances. Donc là, évidemment, ça devient un peu compliqué. Là, ça va encore augmenter, ce qui va rendre, je pense, le téléphone encore moins désirable qu'avant. Encore une fois, c'est pas des mauvais téléphones, mais on va dire que leur avantage et leur argument de vente se réduit de moitié si le prix n'est plus là. Mais ce qui pourrait sauver évidemment les pixels, c'est que du côté de chez Samsung et de chez Apple, évidemment, les tarifs ont également ou vont également augmenter dans les prochaines semaines. L'intérêt des pixels, c'est Graphene et Zerejin. Pour certains, oui, mais on va pas se mentir, le ratio de personnes qui installent Graphene sur les Google Pixel est vraiment très faible. C'est pas ça qui fait vendre les Google Pixel les gens, ou alors les Google Pixel, on va dire, d'occasion, mais vraiment, c'est déjà que les parts de marché des Google Pixel sont pas très grandes, mais en plus les gens qui installent Graphene dessus, c'est vraiment une toute petite niche d'un téléphone qui est déjà une niche en lui-même. Axor qui dit est-ce que l'intégration de Gemini par rapport à Apple Intelligence est un argument de vente. Pour l'instant, je vous rappelle que l'intégration des solutions d'IA dans les téléphones et dans les ordinateurs n'a pas été un vecteur de vente. Voilà. Et c'est ce qui a un peu sauvé Apple d'ailleurs, parce que évidemment Apple était le géant qui avait le moins bien intégré de l'IA dans son usage de tous les jours. Mais on a vu que sur les chiffres de vente des smartphones ou des PC, l'IA en local, c'est-à-dire on va retirer toute l'IA dans le cloud que peut être Claude ou ChatGPT via leur serveur, c'est pas ça qui a fait vendre des smartphones. Donc évidemment, on a hâte de voir ce que Apple Intelligence va voir, parce que je vous rappelle qu'Apple Intelligence utilise les modèles de Google. Attention, c'est pas Gemini intégré dans Apple, hein. C'est les modèles de Google avec la surcouche d'Apple, un peu comme Copilot avec ChatGPT, enfin Copilot qui est une surcouche de Microsoft sur ChatGPT. Mais évidemment, le versus va être intéressant quand les iPhone 18 vont sortir et qu'on pourra comparer notamment les Pixel 11 avec les iPhone 18. Après, les iPhone 18, je vous rappelle qu'ils risquent d'arriver dans un petit bout de temps, c'est-à-dire pas avant 2027. Hein. Je vous rappelle qu'on aura la sortie en 2 temps. D'ailleurs, on va en parler dans quelques instants. Justement. Alors, pour terminer là-dessus, maintenant, on va aller du côté de chez Apple, avec les annonces de chez Ming-Chi Kuo. Alors, attendez. Vu que je suis plus logué sur Twitter, il faut que je trouve un moyen de refresh, de revenir en arrière pour que ça marche. Voilà. Hop, non. Tac, il y a toujours un truc pour... C'est très chiant, parce que je n'arrive même plus à me connecter, en fait, J'arrive même plus à me connecter à X. Oh, c'est le bordel. Ah, j'ai des pop-up Windows horribles. Bon, bref, c'est pas grave. Je sais pas si Xcancel me fait apparaître l'article, parce que là c'est un article en fait de Ming-Chi Kuo. Je vais tenter avec l'URL Xcancel, parce que ces derniers temps, même Xcancel était assez, j'ai envie de dire, busy chez moi. Monsieur Underscore qui dit perso, j'ai acheté un Pixel 9 en début d'année, c'est très bien, pas besoin de plus, et c'est mis à jour pendant 12 millions d'années au moins. Oui, vous avez 7 ans maintenant. Alors, est-ce que ça a marché? Ça perd de marcher. Ça perd de vouloir. C'est pas grave. Je vous parle juste de... Je vous résume un peu l'article de... Xcancel, ça marche plus chez moi depuis un petit bout de temps. Je vous parle juste de l'article de Ming-Chi Kuo qui revient sur l'idée qu'on va avoir une sortie plus espacée que jamais chez Apple, historiquement espacée pour cette QV 2026. Et qu'en fait, l'iPhone pliant, dont on ne sait toujours pas s'il va s'appeler iPhone Ultra ou iPhone Fold, arriverait plusieurs mois plus tard. C'était déjà une théorie qui avait été évoquée il y a quelques mois, et on reviendrait ici un peu à ce que Apple avait fait il y a bientôt 10 ans avec l'iPhone 10, l'iPhone X. Je vous rappelle, était sorti en même temps l'iPhone 8 en vrai. Et donc en fait, il y a eu une présentation des téléphones, et en fait l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus étaient sortis immédiatement dans la foulée, et l'iPhone 10 n'est arrivé qu'en novembre, si je ne m'abuse. C'était peut-être pour des contraintes techniques, c'était aussi peut-être pour des contraintes marketing, pour ne pas dévaloriser les iPhones. Désormais, je vous rappelle qu'Apple a des iPhones et des iPhone Pro, qui sont les descendants spirituels de l'iPhone 10, et vous avez évidemment l'iPhone Fold. Donc je vous rappelle qu'on devrait avoir 2 vagues d'annonces. La première vague d'annonces serait pour les iPhone Pro et l'iPhone Fold en septembre. La deuxième vague d'annonces serait début 2027 pour les iPhones et l'iPhone Air 2
Voilà, l'iPhone R2 qui lui-même pourrait arriver plus tard. Ça commence à devenir compliqué chez Apple, alors qu'avant tout le monde sortait en même temps. Là, pour vous redire là-dessus, Ming-Chi Kuo nous explique bien que l'iPhone Fold serait annoncé en même temps que les iPhone Pro, mais pareil, peut-être parce qu'il y a encore une fois, je vous rappelle, beaucoup de challenges sur la fiabilité de l'appareil, la charnière, parce que c'est une génération 1 chez Apple, et parce que aussi, je vous rappelle que les iPhone Pro sont une grosse partie des ventes des iPhones. En général, plus de 50%, désormais un peu moins de 50%. Mais c'est aussi là-dessus qu'Apple fait plus de marge. Et Apple voudrait évidemment protéger les ventes des iPhone Pro et ne pas venir brouiller leur message avec l'iPhone Fold qui va évidemment générer beaucoup d'attention et beaucoup de questions de la part de leurs clients. Et donc, si vous voulez l'acheter, ça ne risquerait d'arriver que plutôt au mois de novembre. Merci beaucoup 0D pour le 7e mois d'abonnement. Bienvenue à toi. Merci pour le soutien. Est-ce qu'il y a des vrais clients pour les téléphones pliants? C'est la question à quelques millions, puisque encore une fois, c'est un segment qui n'a jamais vraiment décollé. Et désormais, j'ai envie de dire que tous les yeux sont rivés sur Apple. Si Apple arrive à le faire décoller, ça fera gagner tout le monde, j'ai envie de dire, puisqu'évidemment, ça fera augmenter et ça va cimenter et solidifier ce segment qui aujourd'hui n'est pas vraiment, encore une fois, inévitable. Et si Apple n'y arrive pas, personne n'y arrivera, globalement. Voilà, ça fait maintenant 8 ans que Samsung essaye sans faire exploser la catégorie. Ils sont avec d'autres constructeurs, quasiment tous les grands constructeurs de Android ont un téléphone pliant. La catégorie n'a jamais explosé. Donc voilà, si c'est pas Apple qui l'a fait exploser, ce sera personne. Ils ont parlé d'un iPhone plus carré d'Ivicaster. Alors, il n'y a pas de changement. On a vu les mock-ups pour les iPhone 18 et 18 Pro. Ils auront clairement les dimensions des iPhone 17 et 17 Pro à peu de choses près. Donc non, il n'y aura pas d'iPhone carré. Le seul iPhone justement qui aura un écran et un ratio un peu différent sera l'iPhone Fold, qui aura encore une fois les dimensions du Galaxy Z Fold Wide. Et effectivement, il sera un peu plus carré quand il est replié. Ils ont vendu combien de Samsung Fold, demande Bombo-Clatax. Le segment, je crois que le segment, il oscille entre 8 et 13 millions d'unités par an. Tout constructeur et tout modèle confondu. Donc c'est vraiment ridicule. C'est ridicule là-dessus. Voilà, imaginez tous les constructeurs du monde qui vendent un type d'appareil, que ce soit des Galaxy Fold, des Galaxy Flip. On rajoute Google, on rajoute Huawei, on rajoute Oppo, on rajoute Xiaomi, on rajoute Honor, tout le monde avec leur téléphone pliant. Tout ça, c'est entre 8 et 15 millions de ventes selon les années. Je crois que ça a topé à 15 millions, c'est revenu en arrière. C'est un peu rebaissé l'année dernière. Donc pour tous ces constructeurs en un an. Voilà. Apple, c'est 80 millions d'iPhone en un trimestre. Donc voilà, pour vous donner une idée à peu près de ce que représentent les téléphones pliants dans le marché des téléphones haut de gamme, R. Au final, est-ce que l'iPhone R a fonctionné d'IGPIF? Non, il ne s'est pas trop vendu. Mais Apple avait déjà prévu un iPhone R2, déjà de base. Un peu comme l'iPhone 12 mini a été un flop, mais Apple avait déjà prévu un iPhone 13 mini. Après, quand ils se sont rendus compte évidemment de l'impasse commerciale du format mini, ils ont sorti l'iPhone 13 mini, mais ça savait déjà qu'ils allaient arrêter. On le savait dès l'iPhone 12 mini que l'iPhone 13 était déjà lancé, mais que ce serait la dernière génération. Et donc là, l'iPhone R n'a pas bien fonctionné. On savait qu'il y avait un iPhone R2 qui était déjà prévu. Je vous rappelle qu'Apple continue à essayer d'élargir sa gamme et de trouver des formats. L'iPhone R2 aura quelque chose que beaucoup de gens demandaient et qui avait vraiment, je pense, porté préjudice au vent de l'iPhone R2, qui était clairement un deuxième module photo. L'iPhone R2 était vraiment pauvrement équipé, même par rapport à un iPhone normal. Donc pour un téléphone avec un prix premium, c'était un peu choquant. Donc est-ce que l'iPhone R2, qui est très beau, très fin, très lifestyle, etc., très design, avec des capacités photo et vidéo équivalentes à un iPhone normal, sera une vraie alternative? Pourquoi pas? Mais c'est vrai que là, voilà. Je vous rappelle aussi que l'autre utilité de l'iPhone R, c'est qu'il a aussi servi à Apple de terrain d'étude grandeur nature pour son iPhone portable. Donc plein de questions de miniaturisation, de design. Vous voyez que l'iPhone portable aurait vraiment derrière un module photo qui ressemble beaucoup à l'iPhone R. Beaucoup de choses sont héritées de l'iPhone R, donc il a aussi un rôle. Voilà. Et le Samsung Edge, le Galaxy Edge, il est sorti 1 an et là, il n'a même pas été renouvelé cette année, quoi. Je vois bien Samsung sortir un 3e pliant format iPhone Foldable. Mais Nero Vagin, tu vas d'arriver dans le stream ou quoi? C'est ce dont on ne fait que de parler depuis des mois. Voilà. Bref, allez.
On va enchaîner, on va quitter les téléphones avec eh bien des ordinateurs et des appareils photo et tout ça, et de la tech quoi. Bonjour Parados. Salut Nero 20, t'inquiète pas, c'était une blagounette, hein, mais effectivement, on avait parlé de Samsung et de Samsung et Google juste avant. Voilà. Alors, on va maintenant parler de Flipper le Dauphin. Bonjour Parados, on parle de Flipper le Dauphin. Évidemment, on va parler du Flipper 0 et du Flipper 1. Alors, c'est quoi Flipper? Je vous rappelle que c'est un petit gadget qui est sorti il y a maintenant 4 ou 5 ans. Salut Schnack. Et qui a été un carton absolu sur Kickstarter pour un appareil qui était pas toujours légal partout. Donc je vous rappelle que le Flipper 0, qui ressemble à une sorte de petit jeu électronique, est en fait un outil assez intéressant avec des connectivités intéressantes. Donc Bluetooth, mais aussi RFID, Wi-Fi, etc. Et qui permet de faire plein de choses. Voilà. Si vous êtes sympa, vous pouvez tester des réseaux. Vous pouvez dupliquer vos badges d'accès au bureau. Et si vous êtes moins sympa, vous pouvez vous amuser à éteindre les télés dans les Fnac et les Darty, ou peut-être même copier le signal d'une clé de voiture. Bon, bref. Le Flipper, depuis son annonce sur Kickstarter, a été un carton. Ça a été très 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 dur de le trouver. Voilà. Et évidemment, les réseaux sociaux et les créateurs de contenu s'en sont donnés à cœur joie avec les utilisations un peu folles qu'on pouvait faire autour du Flipper 0, notamment pour faire du hacking, du test, on va dire gentiment. Mais voilà, c'était un petit produit qui sous son apparence rigolote, était très très puissante, si bien est que certains usages du Flipper 0 sont illégaux dans certains pays. Je vous rappelle que derrière, Flipper a annoncé un nouveau produit qui va arriver, qui s'appelle le Flipper One. Et le Flipper One, je vais vous le montrer ici. Le Flipper One va être un ordinateur assez différent. Où est-ce qu'il est mon Flipper One? Flipper 0. Le Flipper One qui va pas être encore, il n'est pas encore en Kickstarter, mais le Flipper One globalement, est-ce que j'ai les news quelque part? Ça va être un produit qui est assez différent. Donc le Flipper One, on a l'impression que c'est un Flipper 0 qui va peut-être être plus puissant, mais en fait non. Le Flipper One, de ce que j'ai compris, encore une fois je suis pas un spécialiste, le Flipper One c'est littéralement un mini ordinateur. D'une certaine manière, le Flipper One est un produit qui va être puissant, plus cher, mais différent du Flipper 0. Par exemple, le Flipper One, c'est un micro nano-ordinateur avec une base Linux et avec des connexions. Il y a même du RJ45 dessus, quoi. Donc c'est littéralement un petit labo Linux indépendant qui fonctionne et qui a très peu de limitations. Mais il a aussi beaucoup de normes et beaucoup de connectivité que le Flipper 0 n'a pas. Donc, pour les gens qui pensaient que le Flipper One était un Flipper 0 en plus costaud, pas du tout. Le Flipper One, ça va être vraiment un nano-ordinateur, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il est basé sur le Raspberry Pi 0? Je crois bien. Ouais. Raspberry Pi, pardon, et Linux, voilà. Donc on l'attend impatiemment. Il n'a toujours pas lancé la campagne de financement, mais vous voyez qu'il a des connectivités en plus et des connectivités en moins. Le sub-gigahertz, il ne l'a pas. L'infrarouge, il ne l'a pas. Le NFC, il ne l'a pas. Par contre, il a de la 5G, il a du Wi-Fi, il a d'Ethernet, il a d'autres choses. Donc ce seront deux engins pour deux usages différents. Je vous avoue que moi, ça me fait un peu fantasmer, mais je ne sais même pas quoi en faire parce que je suis pas un bidouilleur, ni un hacker, ni un développeur. Mais voilà. Mais pour en revenir là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que Flipper, l'éditeur, la marque est derrière, a annoncé la fin du développement logiciel autour du Flipper 0, donc leur modèle initial, en expliquant que c'est une petite équipe et qu'avec le lancement du Flipper One, ils vont devoir concentrer leurs efforts sur le nouveau produit qui est autrement plus complexe à gérer que le premier. Mais ce qu'ils expliquent aussi, c'est que aujourd'hui, dans une ère des logiciels sur abonnement et des games as a service, des live services, etc., quand tu as une équipe qui vend un produit tel quel, tu ne peux pas le mettre à jour éternellement, c'est-à-dire corriger des bugs, mais surtout ajouter des fonctionnalités. Ce qui est intéressant, de ce que j'ai compris notamment sur les forums de Flipper et sur Reddit, c'est que les utilisateurs ne sont pas trop mécontents. Ils disent, écoutez, vous avez sorti un produit qui est absolument incroyable et qui est assez unique dans son genre.
Vous avez beaucoup taffé dessus, il y a eu beaucoup de pages, beaucoup de correctifs. Le produit s'est beaucoup amélioré ces dernières années. Et effectivement, il faut arrêter dans le fantasme des tout est un logiciel infini, parce que si un logiciel est infini, ça veut dire aussi que les rentrées d'argent doivent être infinies. Donc en gros, tu essaies de vendre des abonnements. Donc la communauté l'a plutôt bien pris, parce qu'apparemment, le Flipper Zero, je sais pas si dans le chat, il y en a qui l'ont, dans sa forme actuelle, dans sa version actuelle, c'est un outil qui est très compétent, très puissant et très stable, il n'y a pas de souci. Et qu'à un moment, bah, on peut juste arrêter de le développer, il fonctionne tel quel. Voilà. Zerjit qui dit il est en open source, donc la communauté va fork de son côté si elle le veut. Très bien, bah, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais donc voilà, je trouve ça intéressant, puis le produit, le projet est assez intéressant. Et je trouvais assez intéressant aussi le discours autour et l'accueil de la communauté. Maintenant, je ne sais pas si ça va être cet été ou pas, qu'on va avoir le Flipper 0. Je sais pas si dans le chat, il y a des gens qui utilisent en tout cas le Flipper, 0 actuellement. Le Flipper 1, pardon. Flipper 0, je vais y arriver, le premier. Et ce qu'ils en font avec, mais c'est assez drôle. Est-ce que Flipper 0 peut vraiment voler une voiture? Spoiler, non. Il y a tellement d'histoires là-dessus. Better, je crois. Ok, faudrait qu'on lui demande. Le problème du Flipper, 0, c'est que pendant longtemps, il était tellement difficile à trouver que les prix étaient assez élevés, quoi. Bref, donc voilà. Fin du petit point Flipper. On va maintenant aller sur un autre produit qui n'a rien à voir, mais qui évidemment est un autre de mes petits marronniers. C'est évidemment l'encre électronique. Oh, un stream de Lamia sans encre électronique, ce serait quand même tristoun. Mais oui, et on va parler aujourd'hui d'un écran à encre électronique. Tout à fait, un écran à encre électronique. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on parle ici d'un écran, un moniteur à encre électronique, haute résolution, 60 Hz. C'est Bigme. Donc je vous rappelle, Bigme est un constructeur chinois qui est un des leaders avec Boox en termes de tablettes et autres produits à encre électronique. Et ils viennent d'annoncer un écran 24 pouces, 1800 pages, je vais arriver, 3200 par 1800, 25 pouces jusqu'à 60 Hz et évidemment couleur. Donc si vous bouffez toute la journée des trucs un peu plus statiques, c'est-à-dire comme moi, vous lisez des articles vraiment pendant très longtemps, ou vous regardez des graphiques ou vous faites du dev, vous serez peut-être content d'avoir un écran qui, je vous rappelle, ne vous abîme pas du tout les yeux, parce que c'est littéralement de l'encre électronique qui vient s'afficher ou pas là-dessus. On apprécie évidemment la très haute résolution, les quelques couleurs, parce qu'on a besoin d'un peu de couleur des fois. Évidemment, ça n'a rien à voir avec un écran LED ou encore moins un écran OLED, mais ça se comporte comme un moniteur normal. Et évidemment, combien ça coûte? Eh bien, Zerjin, ça coûte moins cher que ce que tu penses, puisque ça ne coûte que 1200 balles. Voilà, je mets le point ici, 1279 $, donc un peu moins de 1200 €. Il faudra voir évidemment le taux de change et les frais de, les frais de port. Mais, on est en train de faire des grands progrès, parce qu'à une époque, ça coûtait 2-3 000 € d'avoir un écran à encre électronique qui était avec un taux de rafraîchissement à 15 FPS ou qui était en noir et blanc. Là, un peu plus. Je vous rappelle que Bigme font partie des premières marques à sortir des tablettes qui montent à 60 Hz au prix, évidemment, d'une perte de précision. Donc attention, quand de toute façon, vous achetez pas ce genre d'écran pour regarder YouTube. Et si vous regardez ça, ce sera toujours évidemment moins clean que quand vous faites des choses statistiques comme du traitement de texte ou le tableur Excel, quoi. Donc c'est vraiment bien. Est-ce que c'est rétroéclairé? C'est rétroéclairé. Alors, c'est pas rétroéclairé, c'est front éclairé. Je sais même pas si c'est possible physiquement de rétroéclairer un écran à encre électronique. J'ai un doute. Je crois que c'est éclairé, c'est sûr. Je sais pas si l'éclairage il est frontal ou dans le dos. On parle évidemment d'éclairage, mais je sais pas. Il faudrait que je regarde plus clairement. 0D qui demande c'est quoi l'encre électronique? Eh bien tout simplement 0D c'est de l'encre qui réagit à des impulsions électriques. Donc c'est de l'encre électrique en vrai, mais bon. Vous avez une interface électronique qui vient activer ou désactiver un courant électrique dans chacun des pixels de votre écran. Et donc pour résumer, même si la technologie a beaucoup bougé ces derniers temps, elle a beaucoup progressé avec notamment la couleur, les taux de rafraîchissement rapide, etc. Et le rafraîchissement partiel. Pour vous donner une idée, si vous avez un écran qui est avec des photosites, des petits réservoirs avec votre encre qui est en bas, à la surface, vous allez voir que du blanc parce que toute l'encre noire, elle est en bas, elle est au fond du réservoir. Quand vous allez activer votre contrôleur électronique,
selon ce qui va être affiché, votre contrôleur électronique va dire à chaque photosite, toi, tu reçois l'électricité, toi, tu ne reçois pas, etc., etc. Et tous les photosites qui reçoivent une charge électrique, en fait, vont faire agir cette encre avec des propriétés avec l'électricité qui va monter, en fait, et qui va devenir visible sur la surface de l'écran. Et c'est comme ça qu'en fait, vous pouvez afficher du noir ou du blanc. Le blanc, c'est quand l'encre elle n'est pas collée à la surface, et le noir, c'est quand l'encre elle est collée à la surface, plus ou moins. Et c'est pour ça que souvent, quand vous changez des pages, en fait, c'est un peu lent parce que tout l'écran se rafraîchit, parce qu'il redonne une instruction à tout l'écran pour dire ok, toi tu deviens noir, toi tu deviens blanc, toi tu deviens noir, toi tu deviens blanc. Donc voilà comment fonctionne le principe de l'encre électronique, très très simplifié. Évidemment, c'est beaucoup plus différent. Bonjour Garo Gary, bonjour, bonjour. Et merci Sirupel pour l'abonnement. Donc voilà. Et donc l'intérêt, c'est que l'encre électronique, contrairement à plein de trucs de bullshit talks technologiques, c'est vraiment de l'encre gérée par une interface électronique. Ça veut dire que quand vous regardez un écran d'encre électronique, vous regardez comme un papier. Puisqu'un papier, c'est une surface sur laquelle de l'encre a été déposée. Et bien là, vous avez une surface sur laquelle de l'encre, elle est déposée. Et donc, il n'y a pas de notion d'angle de vue. Il n'y a pas de perte de luminosité sur des angles. Voilà. La lisibilité, elle est équivalente à un papier, en fait, par rapport à un écran. Donc, de jour comme de nuit, c'est un peu les mêmes avantages et inconvénients qu'un papier. Et surtout, il n'y a pas, évidemment, de notion d'image par seconde, de balayage comme un écran cathodique ou de framerate sur un écran LED. Et donc, vous pouvez regarder cet écran pendant des heures. Et bien, évidemment, il n'y a aucune usure de l'œil. C'est comme si vous regardiez un papier. Donc, c'est évidemment pour ça que toutes les liseuses électroniques sont majoritairement en encre électronique, parce que c'est fait pour lire pendant des heures et des heures. Et il y a plein d'autres avantages, évidemment. C'est quelque chose, c'est très peu gourmand en termes d'énergie, puisque l'encre électronique, elle ne consomme de l'énergie que quand elle bouge, quand on donne une instruction et qu'on envoie une décharge électrique pour faire monter ou faire descendre chaque droplet dans chaque photosite. Mais pour de l'affichage public, par exemple, si vous avez un affichage public qui ne bouge pas, l'écran ne consomme pas vraiment d'énergie tant que ça n'a pas bougé. Voilà. Donc c'est aussi quelque chose qui fait que souvent quand vous achetez une tablette, une liseuse de livres, vous pouvez partir littéralement pendant toutes vos vacances sans chargeur, et ça va vous tenir facilement 2 semaines, 3 semaines sans charger. Encore une fois, tout dépend du nombre de fois que vous allez changer de page, parce que vous consommez de l'énergie que quand vous changez de page, et qu'en fait, le contrôleur électronique envoie les instructions et les décharges électriques pour redéplacer les micro-gouttes, donc, on va dire. Donc il y a plein de choses hyper intéressantes pour de l'affichage fixe, et pas de l'affichage animé, parce qu'évidemment l'affichage animé c'est très très compliqué, voilà, par rapport à ça, et de l'affichage noir et blanc, parce qu'encore une fois, au début l'encre, c'était juste de l'encre noire, voilà, qui apparaissait ou qui disparaissait. Désormais, il y a eu beaucoup de travail de la part des acteurs du Ink pour avoir des écrans qui s'affichent de plus en plus vite, qui se rafraîchissent de plus en plus vite, ou qui peuvent même gérer de la couleur. Le tout au prix d'une perte, notamment généralement de précision. Et voilà, aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que c'était il y a 5-6 ans, et encore moins il y a 10 ans. Vous avez des tablettes, comme je vous rappelle, chez Boox ou chez Bigme, ce sont littéralement des tablettes Android avec de l'encre électronique qui vous permettent même de regarder des vidéos YouTube. Alors c'est vraiment pas beau, mais au moins si à un moment vous avez envie de regarder une vidéo YouTube entre deux livres que vous annotez ou deux romans que vous lisez, vous pouvez le faire, quoi. Voilà, c'était pas possible avant. Donc c'est hyper intéressant, l'encre électronique. Vous savez que moi c'est un de mes petits dadas. J'ai eu plusieurs liseuses. J'avais aussi acheté un écran à encre électronique, et c'est marrant parce que quand on voit la Steam Machine, dont une des façades sera peut-être un écran à encre électronique, c'était littéralement le projet que je voulais faire pour mon futur PC, d'avoir un afficheur à encre électronique qui me donne globalement mon agenda de la journée et la météo et 2-3 news affichées sur mon ordinateur. C'est le cas ici. Bref. Il donc n'empêche que salut About moi, cette technologie, elle est super intéressante, mais elle a encore une fois, elle est très polarisante parce qu'elle a des avantages incomparables avec des écrans classiques, des écrans de vos smartphones ou de vos ordinateurs, et elle a des contraintes incomparables avec des écrans de smartphone ou des écrans de vos ordinateurs. Bref, il y a un renouveau, parce que ça fait 20 ans, 30 ans que ça existe l'encre électronique, mais ça n'a jamais vraiment pris parce que les gens veulent jouer aux jeux vidéo, ils regarder des vidéos et scroller sur Instagram, et donc c'est pas pratique pour. Ça coûte cher. Souvent, les gens sont choqués du prix d'une tablette électronique par rapport à un téléphone Android bas de gamme avec un écran OLED. Ça coûte vraiment cher parce que la technologie est chère, l'échelle est petite, etc. Mais il y a un retour, on va dire, de hype ces derniers temps, puisque pour plein de gens, dont moi, qui veulent revenir à des téléphones, on va dire des smartphones plus minimalistes, plus utilitaires, et qui nous empêchent un peu de doom scroller ou de jouer à des gachas ou de regarder des vidéos ou de rester toute la journée sur Twitch, par exemple. Vous pouvez ne faire que m'écouter aussi, hein, bien sûr. Des bisous à la team audio et lurkers et lurkereuses dans le chat, hein.
Manifestez-vous dans le chat, les gens qui sont là que en audio et qui font autre chose. Évidemment, il y a eu l'avènement donc de ces tablettes Android et aussi de ces téléphones, puisque Bigme fait aussi un téléphone à encre électronique et Books aussi, qui permet de faire le minimum. C'est-à-dire, vous pouvez faire vos mails, vous pouvez faire du WhatsApp, vous pouvez faire du réseau social textuel, voire de l'image, mais c'est pas très pratique. Donc en gros, vous avez envie de faire des choses utiles dessus, mais de ne pas y passer 3 heures. Et donc je vous rappelle que ce genre de technologie de form factor a son petit succès depuis 3 ou 4 ans. Ah voilà, je les vois dans le chat. Bonjour, bonjour, bonjour. Allez, retournez travailler. Allez, retournez travailler. Ça suffit là. Allez hop. La team TT, la team freelance là. Je peux pas vous en vouloir, mais même moi je travaille. Et même moi j'écoute, quand je travaille, je mets dans mes oreilles le streamer ou la streameuse que j'ai raid. Donc voilà. C'est bien, c'est bien. Encore une fois, vu mes sujets, vu mon âge et vu l'heure à laquelle je stream, il y a des grandes chances que les gens qui sont là, il y a une bonne partie qui m'écoutent en faisant des rapports. Mais bon, bref, pour vous, la team, évidemment, qui bosse, je trouve que ce genre d'écran est hyper intéressant et j'espère, vous êtes trop mignon dans vos messages, j'espère en tout cas que ce genre de technologie va se démocratiser et qu'encore une fois, 1300$ pour ce prix-là, vous avez évidemment la Rolls des écrans OLED 32 pouces, 480 Hz, 4K, machin, etc. Mais évidemment, l'idée c'est que si vous passez vos journées à éplucher des documents, faire de la recherche, lire des livres, annoter des rapports ou faire de la compta, etc., et ben là c'est le prix de la santé. Tout simplement, vous avez de quoi peut-être ne pas vous abîmer les yeux si vous passez 8 heures par jour sur un écran, statique. Moi, honnêtement, là, ce genre d'écran, maintenant qu'on me dit que je peux avoir un écran qui est de taille normale, parce que pendant beaucoup de temps, ce genre d'écran, c'était plutôt des 14 et des 16 pouces. Là, on est sur 25 pouces, haute résolution, donc on est quand même sur du 3200 par 1800, ce qui est une résolution tout à fait honorable par rapport à un écran, un écran 25 pouces. C'est pas de la 4K, mais on s'en approche avec un taux de rafraîchissement qui est OK, avec un éclairage et avec de la couleur quand j'en ai un peu besoin, je vous avoue que moi qui passe quand même beaucoup de temps devant un écran à lire des articles, et ben, c'est un peu le dream. Peut-être qu'un jour ça passera sous la barre des 1 000 € et peut-être qu'un jour ça passera sous la barre des 800 € et peut-être qu'un jour ça passera sous la barre des 600 € et un jour ça arrivera. Je suis même prêt à payer beaucoup moins cher pour avoir un écran qui ne fait que du 30 ou du 20 FPS parce qu'encore une fois, j'ai pas besoin de beaucoup plus pour faire du Excel ou du texte et même limite être en noir et blanc, même si encore une fois, tu as besoin d'un minimum de couleurs, notamment pour du Excel. Je suis prêt à payer moins cher pour avoir moins performant, quoi. Voilà. En vrai, pour Dev, je me dis why not? Bah, ouais, c'est hyper intéressant. Salut Caliar! C'est hyper intéressant. Et donc, je vous disais, parce qu'il y a l'autre produit que j'adore chez Bigme, sur lequel j'ai un peu de, je le regarde de travers. Donc là, il y a le Bigme Hybrid Dual, qui est un smartphone à encre électronique avec un écran LCD derrière au dos. C'est l'inverse des tendances. Mais moi, je regardais la B7 Pro. B7 Pro qui est, vous allez voir, la B7 Pro, qui est une tablette 7 pouces qui fait à peu près la taille d'un Kindle Oasis, qui a un processeur plutôt puissant, avec Android 14, et qui est capable de gérer des appels. Donc moi, vous savez, on cherchait souvent le téléphone parfait, mais il n'y avait jamais tout. Là, on a une tablette à encre électronique sous Android, couleur, et qui a la 4G. Donc on peut littéralement aussi faire des appels avec. C'est un vrai téléphone en forme de tablette, et ça prend évidemment les stylets là-dessus. Donc vous pouvez faire de la notation. Et quand vous avez un appel, encore une fois, vous n'avez pas la colle à l'oreille, parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui prennent un appel comme moi, c'est vous mettez vos écouteurs dans les oreilles. Mais vous pouvez aujourd'hui acheter une tablette qui, pour 400 €, vous permet un peu d'avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire du taf, de l'utilitaire, de la connectivité, de la lecture. Et pour un peu plus, si vous le voulez, eh bien, d'avoir un peu les loisirs. Si vraiment ça dépanne de regarder un résumé de match de foot, on peut regarder des résumés de match de foot dessus parce que ça marche en 60 Hz. Voilà. Bon, Boclata qui dit ça fait quand même smartphone pour vieux. C'est pas moi qui vais accrocher des peluches à mon téléphone. Donc voilà, à un moment on assume qui on est. Master RL qui dit j'ai un iPad, je ne fais rien avec au final. Je pense que l'iPad c'est vraiment pour de la création et de la consommation de contenu.
Quand je parle de création de contenu, je parle vraiment pour faire de la musique ou du dessin, et cetera, ou même du montage. C'est assez impressionnant maintenant de voir ce que Final Cut fait en version iPad, et pour regarder évidemment du contenu et jouer à des jeux vidéo, c'est royal un iPad, mais je vous avoue que avoir une tablette comme ça qui est plus légère, plus autonome qu'un iPad, et qui d'une certaine manière est plus limitante et plus reposante, voilà. Là, je vous avoue que ça fait un petit bout de temps que je regarde de travailler la B7 Pro là. Et d'ailleurs, ils ont même sorti la B7 Pro en black and white, je crois. Et je vous avoue que je la regarde un peu en biais comme ça. Est-ce que je vais pas être strike sur YouTube avec il y aurait ça en musique de fond? Ah mince! J'avais pas arrêté. Désolé, mais je vais peut-être être strike ou je vais être démonétisé. Bon, j'espère que je vais pas me faire strike. Sinon, on se retrouvera sur Patreon pour le replay. Si je suis strike sur la vidéo YouTube, je mettrai le replay Patreon en gratuit. Ok? Désolé. Alors, Parados qui dit est-ce que l'iPad c'est mieux qu'un laptop pour faire de la musique? Alors, tout dépend de ce que tu fais, évidemment. Si tu veux faire un peu de beatmaking et faire des choses un peu en déplacement, une sorte de bloc-notes musical, l'iPhone, enfin le smartphone et la tablette sont, je pense, t'accompagneront mieux qu'un laptop. Si tu veux faire la production musicale complète, un laptop peut s'avérer mieux avec tous ces raccourcis clavier notamment et la capacité, voilà. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui composent et qui font des prods entières de niveau professionnel sur un iPhone. Donc tu peux complètement. Et il y a des gens qui ont grandi avec les interfaces tactiles plutôt que les trackpads ou les claviers, et pour qui produire de la musique sur une interface tactile est plus naturel que produire de la musique sur un ordinateur. Donc si les ordinateurs ont l'avantage évidemment de l'ouverture et la connectivité, donc tu peux installer tous les contrôleurs de la Terre, tu peux plugger tous les appareils de la Terre, tu peux mettre des cartes son dans tous les sens, tu peux installer des VST, des trucs dans vraiment c'est énorme par rapport aux smartphones, aux tablettes qui sont plus fermés. Mais déjà, sur les smartphones et les tablettes haut de gamme, tu peux commencer à brancher quand même pas mal de trucs en termes de cartes son, de micro et d'accessoires. Mais c'est pas le but parce qu'évidemment, si tu achètes un produit qui fait 5 millimètres d'épaisseur et qui pèse 500 grammes, c'est surtout pour te balader avec. Voilà. Mais c'est étonnant de voir comment les logiciels de MAO les plus puissants sont vraiment très très impressionnants, notamment sur iPad, hein, qui, encore une fois, je vous le dis, c'est ce qui fait la différence entre l'iPad et les tablettes Android, c'est la qualité des apps. Et enfin, si vous êtes dans la musique ou dans le dessin, vous savez très bien à quel point les iPads et les iPad Pro et les iPads normaux ont vraiment fait bouger le game très 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 fort avec pour les illustrateurs, illustratrices et pour les producteurs et beatmakers, beatmakers en déplacement. C'est assez impressionnant ce qu'on peut faire. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment très très impressionnant. Oui, j'ai toujours pas fait la piste 6. Daz m'a expliqué 35 000 fois la piste 6, j'ai toujours pas compris ce que c'était. Alors, en parlant de tablette, est-ce que tu as acheté ta tablette Android ultime pour jouer l'âme? Non, j'en parle dans quelques instants, Cagliard. J'en parle dans quelques instants. Tu penses à quelles applis MAO pour iPad, Iparados? Il y a Music Maker, il y a Ableton désormais qui a une sorte d'Ableton Note qui est là. La meilleure que je conseille évidemment à tout le monde, parce qu'en plus elle est arrivée sur Android. Pendant longtemps, c'était vraiment une application qui n'était que iOS et iPadOS. Elle est désormais sur, euh, sur Android. C'est Koala. Donc pour les gens qui ne connaissent pas Koala, c'est pas une application de MAO complète, hein, attention. C'est plutôt une Groovebox logiciel qui est vraiment impressionnante avec une communauté qui est assez folle. Et l'application, je crois, elle coûte genre 4 balles et les deux add-ons coûtent 7 et 8 euros chacun. Et vous avez quasiment une ESP404 MK2 entre les mains dans votre téléphone. Donc vraiment, Koala, c'est complètement fou. Voilà, je vous le remontre ici, je vous le conseille souvent. Si vous voulez faire un peu de beatmaking vraiment et pas payer cher, je crois pas qu'il y ait mieux que Koala. Heu et surtout, la bonne nouvelle, alors je sais pas quelles sont les performances, parce que vous savez que pendant longtemps, d'un point de vue commercial et d'un point de vue technique, il y avait, un problème pour avoir des applications de musique sur Android, hein. Donc je vous rappelle que pendant longtemps, même si ça a changé depuis des années,
Android avait, notamment sur le routing et le lag input audio des problèmes qui faisaient qu'en fait faire de la musique sur, une application de musique sur Android, c'était moins bien que sur iOS ou iPadOS. Et puis il y avait aussi évidemment la grande classique, c'est que je vous rappelle que les gens sur Android ne payent pas et piratent beaucoup. Donc je vous rappelle que, voilà, la plupart des gens qui éditaient des applications, on va dire un peu sérieuses avec beaucoup de travail derrière, bah, ils allaient que sur iPadOS et iOS. Je vais pas vous la refaire de zéro. Voilà. Et Talon du cul qui dit: «Est-ce que GarageBand ça existe encore?» Mais ça veut plus qu'exister. Si vous avez déjà testé GarageBand sur iPad, on peut faire un morceau entier, via GarageBand. GarageBand, c'est vraiment une interface qui est ultra grand public, mais TKT que GarageBand, tu peux faire des trucs de taré avec, hein. Donc il y a BandLab, nous dit Benjamin Zanata, qui est assez complet et gratuit. OK, bon à savoir. Je sais plus si, ouais, donc Ableton s'était bougé, dessus. On attend de voir ce que Native va faire, évidemment. Il y a pas mal d'applications qui permettent aussi de brancher votre iPad et de streamer sur du matos de DJ en direct, donc voilà quoi. Mais GarageBand, les gens, si vous n'avez jamais moi j'utilise GarageBand en ce moment parce que ma mère fait de la musique, depuis quelque temps et en fait, heu, je n'utilise que son iPad, Pro et GarageBand et on n'utilise que la surface de GarageBand, mais c'est honnêtement, GarageBand, si vous voulez faire un morceau genre de base, mais bien, voilà, GarageBand, il vous gère tout, mais vraiment, c'est impressionnant avec une interface qui est d'une simplicité de ouf. Ed Candy qui dit: «Il y a aussi Note de Ableton». Moi, c'est ce que je disais, Ed Candy. Je vous rappelle que Ableton Note est une petite Groovebox de chez Ableton, mais qui existe aussi en version logicielle et donc qui existe, mais je crois que ce n'est pas sur Android, hein, Ableton Note, si je ne m'abuse encore une fois, hein. C'est le problème. La dernière fois que j'avais vérifié, c'était hop là, donc Ableton Note, voilà. Application iOS. Donc pareil, vous pouvez acheter Ableton Note la Groovebox. Où est-ce qu'elle est la Groovebox? Ah non, c'est le Move, pardon, voilà. C'est le Ableton Move, qui est la petite groovebox de chez Ableton, qui est une groovebox sur batterie qui vous permet de faire de la mélodie ou de performer, et cetera. Donc prod et performance en live, qui d'accord, si je ne m'abuse, j'en avais parlé lors de sa sortie, a beaucoup bougé, beaucoup été mis à jour depuis sa sortie, donc c'est très cool. Mais l'équivalent d'Ableton Move, pour le prix d'une app, c'est Ableton Note. Ça, Ableton Note, bah, pareil, je vois des gens qui font des trucs vraiment très stylés avec. Voilà. Mais pareil, je vous en parle pas parce que c'est pas sur Android malheureusement, encore une fois, comme beaucoup d'applications. Donc vraiment, quand je conseille des choses aux gens, c'est, c'est Koala Sampler. Et Koala Sampler, en plus, il y a une communauté ultra active, qui produit des packs de sons, qui produit des skins, pour, Koala Sampler, qui partagent notamment, sur les forums et sur Discord, qui partagent des tips pour bosser ensemble et tout. Et Koala Sampler, pareil, c'est drôle au début, et en fait, on peut aller vraiment très, 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 très loin avec Koala Sampler pour de la prod dans le train. Tu vois, avec tes écouteurs, boum, tu produis, tu samples à peu près n'importe quoi et en plus, bah, la force, c'est que tu es dans ton iPhone, donc tu peux aussi sampler, bah, tout ce qui passe dans ton iPhone. Donc au hasard, tu lances une capture vidéo et tu vas sur YouTube et tu joues une musique YouTube et boum, après, tu la samples dans Koala Sampler, le tout dans ton iPhone. Donc je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance du sampler, quoi. C'est encore mieux que du sampling, USB. Vous avez un sampler séquenceur qui est fou. Évidemment, le micro de l'iPhone lui-même est extrêmement performant. Donc là, pour le prix de 5 balles, vous avez un sampler séquenceur qui est vraiment, vraiment extrêmement vénère. Voilà. Bref, je ne sais plus pourquoi on en parlait, de toutes ces tablettes. Ah oui, on est en train de se perdre sur l'usage des tablettes ou pas. Sachez que, en tout cas, si un jour j'achète ma petite B7 Pro de chez Bigme, même si elle est sur Android et que je peux théoriquement télécharger toutes les applications Android dessus, je pense que Koala Sampler, ça va vraiment tirer la gueule en termes de réactivité quand je vais essayer de faire comme Arab Music et essayer de faire du finger drumming, avec des, 1/32 de temps, et autres, voilà, bref. Mais bah, le jour où Apple ils sortent un iPad à encre électronique, c'est le feu. Mais je pense pas qu'un jour on voit un iPad à encre électronique. Ça, c'est maintenant les gens, justement, puisqu'on parle de tablette, on va parler de la tablette aussi que beaucoup de gens attendaient, même si vous allez voir, il y a eu beaucoup de discussions autour et pas forcément positives. On va parler maintenant, eh bien, de la nouvelle tablette de chez Red Magic. Voilà. Et Red Magic a annoncé, bah, 1 an plus tard, la Astra 2. Donc on revient sur cette idée, c'est quoi ta tablette ultime Lamua? Ma tablette ultime, elle ressemble à beaucoup de choses à ça. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que moi j'aime bien les tablettes compactes. Donc je vous ai montré la Big Me, qui est un écran plutôt, 4 tiers, 7 pouces. Là, on est sur un écran 9 pouces
16 dixièmes. Je vous avais évidemment parlé de la Red Magic Astra 1 l'année dernière, de la Lenovo Y700 Légion Tab, voilà, en Europe. On a parlé de la Huawei, MatePad mini, on a parlé de la Oppo Pad mini, bien sûr de l'iPad mini. Mais moi, j'adore les petites tablettes parce que je voudrais, encore une fois, qu'à terme, ça remplace mon smartphone. Donc, ce soit trop gros pour que je la trimballe partout, mais pas trop gros pour que je puisse la mettre dans mon sac facilement et que voilà. Et en plus, encore une fois, team vieux, j'ai envie d'avoir des gros écrans. Voilà. Bref, l'idée, c'est que quand je sors mon écran pour l'utiliser, ce soit plus intentionnel qu'un smartphone qui est dans ma poche et qui fait que je le check toujours toute la journée. Et donc voilà. Donc ces derniers temps, je suis en train d'utiliser beaucoup plus ma montre pour me débarrasser de mon téléphone. Ça commence à avoir ses effets. Je suis content. Mais évidemment, je suis toujours à la recherche de la tablette. Et évidemment, dans toutes les tablettes haut de gamme compactes, eh ben, il y a pas un choix énorme. Sauf que ce choix ne fait qu'augmenter du côté d'Android depuis 1 ou 2 ans avec le succès des tablettes compactes haut de gamme et notamment la Lenovo Legion Tab. Je vous rappelle que la tablette compacte haut de gamme la plus connue, c'est évidemment l'iPad mini, mais l'iPad mini, il a deux trois petits soucis qui me bloquent un peu. Le premier, c'est que l'écran, il est à chier et que pour une tablette qui vaut 500 balles, bah, ça m'embête d'avoir un écran LED 60 Hz. Franchement, chez moi, j'ai un iPad Air à 60 Hz et j'ai une Galaxy S Tab à 100 Hz OLED. Ça fait vraiment mal aux yeux d'utiliser une tablette à 60 Hz, de revenir en arrière. C'est vraiment très, très dur. Bon, bref, problème de riche, 100%, mais vous ne serez pas sur ce stream si on n'avait pas des problèmes de riches. Donc l'iPad mini, il a ce problème. Deuxième truc, c'est qu'il a un écran qui aujourd'hui commence un peu à dater aussi en termes de taille. C'est que vu la taille de la bête, les bords sont gigantesques. Aujourd'hui, il y a des technologies qui permettent d'avoir de la reconnaissance de paume de main qui fait qu'on peut tenir sa tablette sans que celle-ci réagisse. Et j'avoue que quand on voit les bords de l'iPad mini par rapport à un téléphone moderne ou une tablette moderne, ça commence à faire un petit peu mal. Donc voilà. Et puis le dernier point, c'est un point qui est très spécifique, c'est que vous le savez, je veux de plus en plus explorer le jeu vidéo sur tablette parce que je pense que c'est le futur du jeu vidéo nomade d'être sur ARM. Et évidemment, il n'y a pas beaucoup de solutions sur l'iPad mini pour jouer à des jeux vidéo, vos jeux vidéo par rapport à Android, qui permet de choper des émulateurs comme Game Native et autres, et qui me permettent aujourd'hui bah, de jouer à Slay the Spire 2, de jouer à, à Silksong ou à Hades 2 ou à d'autres jeux, évidemment, sur ma tablette. Donc voilà pourquoi les tablettes Android, je me tourne vers les tablettes Android, parce que l'iPad, pour l'instant, vu le prix, c'est un peu relou. Imagine sortir un iPad mini avec l'écran du Pro. Bah, il y a une rumeur d'un iPad mini avec un écran OLED qui arrivera à la fin de l'année, mais on parlerait d'un écran LED 60 Hz. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont Apple dans la tête, mais bon, bref. Je pense que les retours utilisateurs d'Apple, c'est que les gens qui achètent du mini, ils veulent pas non plus payer trop cher. Donc l'iPad mini est un téléphone, une tablette qui reste une tablette entrée de gamme en termes de perf et de fonctionnalité. Même si encore une fois, ben, l'iPad mini, il est trop bien. Parce qu'encore une fois, iPadOS, tout ça quoi. Bref, l'année dernière, Red Magic a sorti la tablette Astra 2, la Astra 1, qui était une tablette qui sur le papier avait à peu près tout. Elle avait un écran OLED de 9 pouces pour une taille qui est équivalente à l'iPad mini. Elle était plus fine que l'iPad mini. Elle avait une plus haute résolution. L'écran montait à 144 Hz pour un écran OLED 9 pouces, ce qui était fou. Elle avait évidemment une puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite, donc voilà, qui était en fait équivalent de la 8 Elite Gen 4, et un refroidissement à chambre de vapeur, qui est aujourd'hui repris par, enfin tout le monde utilise le refroidissement à chambre de vapeur, même Apple. Évidemment, 1 an plus tard, voici la deuxième version et qui a, le processeur mis à jour, donc le processeur haut de gamme de cette année, qui a désormais, eh bien, comment dire? Un refroidissement liquide avec du liquide métal, l'écran qui monte à 185 Hz pour être encore plus fluide qu'avant et une batterie, mais la batterie, je crois qu'elle était plus grosse la dernière fois. Je sais pas, j'ai l'impression. Donc cette tablette-là, elle donne envie. Mais évidemment, il y a 2 trucs qui font peur. Le premier, c'est le Ramageddon. Donc, voilà. La tablette, on a déjà les prix en Chine, ça s'appelle la tablette, la 5 Pro en Chine, et en Chine, elle a pris quasiment 20 de valeur par rapport à la tablette de l'année dernière, juste parce que le prix de la RAM. Donc, l'année dernière, ça commençait à 3 400 RMB. Cette année, ça commence à 4 500. Donc pour vous donner une idée, on pouvait trouver des Red Magic Astra autour des 450-460 euros dans sa version de base. Version de base tout à fait correcte, hein, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, autour des 450 euros l'année dernière sur Amazon et compagnie. Cette année, on risque de plutôt venir taper les 500-600 balles pour la version de base et c'est évidemment terrible et ça casse le fondement. Voilà, c'est très chiant.
Et l'autre problème de la Red Magic Astra 2, c'est Red Magic et la propension malheureuse, encore une fois, des constructeurs chinois de sortir des produits sans jamais s'arrêter, mais des fois sans jamais regarder derrière. Et encore une fois, comme beaucoup d'autres constructeurs de smartphones ou même de consoles de jeux, des bisous à toi et à Neo, Red Magic a tendance à sortir des produits qui sont assez impressionnants quand on les prend en main. Les téléphones sont très très puissants, plutôt bien finis. Je rappelle qu'ils appartiennent à Nuvia, qui est vraiment un des gros géants du smartphone chinois. Donc ils sortent pas de nulle part, Red Magic, hein. C'est vraiment la division. C'est comme si c'était Rogue par rapport à Asus globalement. Mais le problème, c'est que, bah, derrière, la mise à jour et le suivi, c'est pas ouf. Alors, on a vu des espoirs parce que on s'était dit que, justement, normalement, n'importe quel aujourd'hui fabricant qui sort des smartphones ou des tablettes vendus en Europe doit avoir un suivi logiciel d'au moins 5 ans. C'est la loi désormais européenne. Et ben, je peux vous dire que la Red Magic Astra 1 qui est sortie l'année dernière, elle a toujours pas eu une mise à jour d'Android. Voilà, qui a été promise par Red Magic. Il y a eu des patchs, il y a eu des mises à jour et cetera, mais rien de ce qui a été promis de majeur de la Red Magic Astra 1 n'a été livré aux clients, alors qu'on a déjà la Red Magic Astra 2 qui arrive. En gros, très marché chinois, vraiment. On itère non-stop, 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 dès que je vous parle de souris, dès que je vous parle d'écouteurs ou même de smartphones ou de tablettes, vous savez encore une fois à quel point les Chinois sont dans l'itération à sortir une fois, voire plusieurs fois par an des mises à jour. Mais derrière, le suivi, bah, c'est pas Apple. Donc je vous avoue que après, je n'ai pas craqué. J'avais failli acheter la Red Magic Astra l'année dernière. Finalement, je ne l'avais pas acheté. Et du coup, j'étais un peu frustré parce que je pense que la tablette était top. Et bah, ça m'a un peu donné raison parce que le suivi logiciel était vraiment pas, comment dire, en train d'être suivi, quoi. Vicasseur qui dit: «Est-ce que c'est pas Xbox qui avait introduit le refroidissement à vapeur avec la One X?» Alors, refroidissement à chambre de vapeur, ça existe depuis très longtemps, Vicaster. Là, je vous parle juste de refroidissement à vapeur dans les smartphones et les tablettes qui est plus récent. Voilà. Et sinon, ça existe depuis un petit bout de temps sur les PC. Mamoudia qui dit petit tips, les tablettes OnePlus sont en train de dead et les tablettes sont folles. Ouais, mais OnePlus, qui est donc une marque sœur de Oppo, qui risque d'ailleurs de disparaître, hein, OnePlus, prochainement, et ben, j'aurais bien voulu que OnePlus sorte la version OnePlus de la Oppo Pad Mini, qui est vraiment une tablette qui, sur le papier, est ma tablette parfaite, mais qui n'est réservée qu'à la Chine, avec les contraintes que ça implique. Et OnePlus n'a pas sorti la version internationale. Voilà. Et donc le dernier point aussi qui m'a un peu cassé les couilles, mais bon bref, je pense qu'on a un peu fait maintenant le deuil là-dessus, c'est que je vous rappelle que l'année dernière, le port USB-C de cette tablette était décalé. Voilà. Donc si vous ne voyez pas ce que je veux dire, c'est que en gros, là vous avez une tablette normale, là vous avez le port USB-C qui est là, je vais le mettre là plus net, qui est au centre, normal, voilà. Sur la Red Magic Astra, le port USB-C, il est là. Pourquoi? Parce que le gros de la clientèle de Red Magic est chinoise et que les Chinois jouent beaucoup à des jeux mobiles et que quand ils jouent à des jeux mobiles, ils tiennent la tablette comme ça, voilà, avec les gâchettes. Des fois, il y a même des gâchettes physiques là-dessus. Et que du coup, ils ont mis le port USB-C là pour pas qu'il tombe dans les mains. Il passe au-dessus de la main. Voilà, ça dérange pas les gens. Mais du coup, les 4 pecnos européens qui, comme moi, ont acheté des manettes de jeu USB-C assez grande pour encaisser des tablettes, bah, du coup, ta manette de jeu, au lieu d'être centrée, voilà, elle se retrouve complètement en hauteur et donc tu tiens un truc où l'écran, il tombe en bas, quoi. Bon bref, donc c'était hyper frustrant. Je comprends la décision de la part de Red Magic parce que le gros de leur clientèle, c'est clairement la Chine et pas l'Europe, mais c'était frustrant. Et donc là, ils ont dit: «Vous inquiétez pas, on pense à vous». Et donc la Red Magic Astra 2, dans les fuites que j'ai vues, bah, du coup, elle a 2 ports USB, un sur le côté et un en dessous. Mais celui sur le côté est encore décentré. J'ai envie de tout brûler, j'ai envie de tout brûler. Donc, on ne peut toujours pas jouer avec une manette USB-C. Il faut jouer avec une manette Bluetooth. Même si les meilleures manettes sont les manettes USB-C, il faut jouer avec une manette Bluetooth sur une tablette gaming. C'est relou de dire que tu as dépensé beaucoup d'argent dans une tablette qui est vraiment faite pour le jeu vidéo et que tu peux pas brancher correctement une manette de jeu performante dessus. C'est un peu chiant. Donc oui, il y a 2 ports USB-C sur la Red Magic Astra. Voilà. Ils ont dit: «Regardez, il y a 2 ports USB-C sur notre tablette, mais le port USB-C qui vous intéressait tous, on l'a laissé à l'emplacement chelou». Et moi, je suis là, genre, mais si vous êtes fait pour les putains de joueurs chinois, eh ben, ils peuvent jouer comme ça. Mais grâce à le port USB-C central qui est là désormais, ils peuvent avoir le câble USB-C. Donc, ils peuvent jouer avec le câble USB-C là. Et donc, vous pouvez mettre le câble USB-C latéral, centré comme n'importe quelle tablette normale qui se respecte. Non. Ils ont un port USB-C là au centre et un port USB-C là de travers. Les trolls.
Voilà pourquoi je vais vous en parler parce que cette, eh bien, tablette a été officialisée, mais que du coup, je n'achèterai pas. Je la testerai peut-être, j'aurai peut-être en test quelques semaines, mais je n'achèterai pas parce que, bah, elle est plus chère qu'avant, plus performante, mais beaucoup plus chère très certainement. On attend de voir les prix évidemment dans 10 jours et puis parce que, bah, le port USB-C, il continue à nous mettre le doigt, quoi. Allez relou. Bonjour les Ewoks. Allez relou. Allez relou. Pour le reste, c'est un beau bébé quand même, vous avez une tablette avec des bords ultra fins, un écran de feu, des performances, vénères. Ah, ça donne un peu envie quand même. Ils veulent pas, les coquinous. Allez, il est déjà 16h30. On va passer, désormais à la suite de la tech et bah, je vous tiendrai au courant si un jour, OnePlus, sort le Oppo Pad mini en version internationale, si un jour Red Magic, reprennent un peu la raison, voilà. Parce que je vous rappelle qu'ils ont quand même la tablette en version chinoise, ça s'appelle la tablette 5 Pro et ils ont une version internationale. Ils auraient pu quand même penser à nous pour la version internationale parce que nous, on est des vieux, on joue avec des pads. Merde! Bon, bref, des vieux avec des pads, jeu de mots. Allez, des bisous, c'était gratos. Alors, on va maintenant parler d'un nouveau produit qui va arriver et qui est très attendu, surtout si vous, partez en vacances. C'est le retour d'un appareil photo, qui n'a pas eu de mise à jour depuis 9 ans et pour cause, les gens n'achètent plus ce genre d'appareil photo, ce sont les bridges. Alors, pour vous refaire un petit peu, pour vous faire un petit peu un topo, chez Sony, il y a une ligne d'appareils photo qui est très, 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 très populaire et très prestigieuse, c'est la ligne RX. Salut Alforac. Donc RX, c'était à la base ces fameux compacts, le RX1, on en est maintenant au RX8. Ce sont des appareils photo compacts avec un zoom assez impressionnant vu la taille de l'appareil photo, un capteur à 1 pouce. Voilà, c'est des appareils photo vraiment, le rapport performance-taille était vraiment impressionnant. Et puis on a eu le RX1 qui était un appareil photo, eh bien, qui était avec un capteur plein format, tout petit avec un capteur plein format. Et d'ailleurs, le RX1 Mark III qui est sorti récemment après pareil 8 ans d'absence. Et puis entre les deux, nous avons le RX10. Oui, envoyez des mails à Red Magic là, s'il vous plaît, portez ma voix. Le RX10 était lui aussi un appareil photo qui était assez spécial puisque c'était un bridge. Donc les bridges sont des appareils photo qui ont peut-être un peu de réflexe, mais c'est pas des réflexes parce qu'ils ont un objectif qui est intégré pour gagner de la place. Et donc les bridges vous offrent pour la taille d'un petit réflexe, eh bien, ce qu'un réflexe prendrait vraiment 3 fois plus de taille parce qu'ils ont souvent des zooms avec des battements très, 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 très larges. Et donc le RX10, c'était ce genre d'appareil photo. Je pense que vous avez tous vu passer ou acheté vous-même ou eu vos parents qui l'ont acheté parce que souvent le bridge était vu comme l'appareil photo de voyage parfait. Vous aviez eh bien, un boîtier qui ressemblait à un petit appareil photo compact avec un zoom qui faisait genre 20-300. Et voilà. Mais souvent, le problème des bridges, c'est que le capteur n'était pas trop à la hauteur. C'est des capteurs d'appareils photo compact. C'était pas fou, quoi. Voilà. De la même manière que le RX100 a changé le game des appareils photo compacts avec ce fameux capteur 1 pouce qui lui donnait un modelé, un rendu qui ressemblait plus à un appareil photo haut de gamme, eh bien le RX10 c'était pareil. Ils avaient ce fameux capteur 1 pouce de Sony qui était intégré dans un boîtier avec une optique qui était extrêmement lumineuse avec un gros débattement et ça en faisait un truc assez fou. Donc en gros, le dernier RX10 qui est sorti, il y avait genre un 24-600. Vous avez de 24 à 600 mm. C'est un truc complètement délirant sur un capteur 1 pouce. Donc le boîtier coûtait cher, hein, ça coûtait genre 1200 balles. C'était beaucoup plus gros qu'un bridge normal, mais ça restait beaucoup plus petit que si vous aviez l'équivalent sur un réflexe. Bref. La race des bridges, évidemment, c'est beaucoup éteinte ces derniers temps, parce que les gens ont acheté ou des réflexes, ou des mirrorless, ou rien, parce que les appareils photo numériques sur les smartphones. Et finalement, Sony va ressusciter eh bien, la ligne RX10 avec le RX10 Mark V qui arrive 9 ans plus tard et on va réavoir, eh bien, l'appareil photo, j'ai envie de dire de voyage ou même l'appareil photo animalier parfait, puisque évidemment quand vous avez un appareil photo qui va jusqu'à 600 mm dans des très bonnes conditions de qualité d'image et de luminosité, on peut commencer à faire des choses intéressantes, quoi. Et évidemment, ça c'est l'annonce, mais je vais vous donner, littéralement la fuite de Sony Alpha Rumors, même si je ne suis pas un fan du site, voilà. Vous l'avez ici à gauche, donc à droite c'était l'ancien RX10 et à gauche c'est le nouveau, qui ressemble beaucoup plus d'ailleurs à un Alpha et qui va reprendre ici eh bien, un capteur 1 pouce. On a une optique équivalente à un 24-600 f2.8.4. Encore une fois, je ne vais pas entrer dans les subtilités de l'équivalence par rapport à un appareil plein format, mais voilà, en termes de focale, c'est comme si vous aviez un appareil plein format avec une optique qui faisait 24 à 600 mm f2.8.4. Et attention, encore une fois,
vous aurez pas le même rendu qu'un appareil photo, parce que la taille du capteur, parce que la taille de l'ouverture par rapport à la taille du capteur, c'est pas vraiment l'équivalence, mais je veux pas rentrer dans les détails. Mais c'est quand même impressionnant. Donc vous pouvez passer d'un grand angle à un méga zoom optique et je parle pas de zoom numérique où on zoome dans le capteur et dans la résolution et évidemment, il sera mis à jour parce que depuis 9 ans, le plus important, ça va surtout être la mise au point monstrueuse que Sony, utilise désormais dans tous leurs appareils et qui va arriver sur celui-là. Et puis vous aurez, de la 4K 120 FPS, du ralenti, et cetera. Bon, j'ai un peu peur, évidemment, du tarot parce que, bah, chez Sony, enfin, dans le monde de la photo et de la vidéo, les prix ne font qu'augmenter. Chez Sony, les prix augmentent encore plus vite que chez les petits copains parce que, bah, Sony est le nouveau leader, donc comme d'hab, comme je vous le disais, comme pour PlayStation, Sony, comme n'importe quel leader, bah, dès que tu es numéro 1, tu commences à, éponger tes clients. Donc j'ai évidemment très, 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 très peur du prix de ce produit, sachant que le RX1 qui est sorti a pris 50 entre les 2 générations. Donc on a attendu quasiment 10 ans, mais 10 ans plus tard, ça arrive avec un prix qui est à 50 plus cher. Combien ça va coûter là-dessus? J'ai peur. Je pense que c'est un truc qui va dépasser largement les 2 000 balles et évidemment, encore une fois, c'est un appareil photo qui n'a pas d'équivalence parce que vous pouvez pas acheter un objectif, plein format qui fait 24 jusqu'à 600. Donc encore une fois, des gens seront prêts à payer pour avoir cette polyvalence, et à se trimballer partout avec eux. Mais pour des gens qui, comme moi, n'ont pas besoin d'un zoom, moi, en gros, 95 de mes photos se font entre, 16 et 35 millimètres, donc je m'en fous d'avoir un truc qui est aussi grand. Évidemment, je pense que le prix va être déter. On attendra, je crois qu'il va être, montré la semaine prochaine, mi-août et on verra après. C'est à cause de la rame dans les capteurs photo, ouais, bien sûr, bah, moi. Donc oui, j'ai très, très peur du prix. Sony s'est bien, bien envolé sur les prix ces derniers temps. Même si le A7 V s'est plutôt bien maintenu. Voilà, j'ai juste peur. Et puis je reviendrai sur des rumeurs plus tard, mais ça sera plus éloigné. Mais on a aussi pour vous les vidéastes, ambitieux et semi-pro, enfin le successeur de la caméra FX3 qui arrive chez Sony, ça va s'appeler la FX5 et apparemment, pareil, le tarot, ils ont fait une dinguerie avec le tarot, ça va être un truc qui va coûter 50 plus cher. Mais là, on parle quand même pas d'un appareil qui coûtait 1 500 € à la base, mais plutôt 4 500 € à la base. Donc j'ai un peu peur de ce que ça va nous donner. On finit avec la tech et la photo, avec un appareil photo que je trouve très, très rigolo et très mignon. Vous allez voir, attention, c'est pas un Tamagotchi, c'est pas une carte mémoire de Dreamcast, c'est bien un appareil photo. C'est le Godox C100 et vous dites: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc chelou?» Ben, c'est un produit avec un double usage et vous allez voir, ça coûte pas cher, je crois que ça coûte genre 40 balles. En fait, le Godox C100 est déjà un testeur de niveau de luminosité. Donc je sais pas si vous avez déjà fait des shoots photos, souvent pour, tester la bonne exposition pour avoir un shoot photo, vous arrivez avec, une sorte de petit capteur de lumière qui est, je sais pas si vous avez déjà vu sur les shootings pro, quelqu'un qui a un petit boîtier avec une sorte de petit globe blanc et qui clique souvent à côté du visage des personnes qu'on va photographier ou des parties qu'on va photographier et il clique devant et en fait, ça vous donne un niveau très précis de niveau de luminosité qui vous permet de faire vos réglages. Voilà. Et donc là, le Godot C100 est également, eh bien, un testeur de luminosité qui vous donne précisément le niveau de luminosité. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Godox C100 est également un appareil photo dont l'écran que vous voyez là est un écran transparent. Et donc, ce qui est trop drôle, je suis assez fan du concept, c'est que quand vous regardez dans le viseur du Godox pour filmer quelqu'un, c'est juste un écran transparent. Voilà, il n'y a pas d'écran LCD, etc. Et cetera. Et vous prenez une photo. Alors évidemment, les performances du petit bousin sont très très limitées. Voilà, c'est pas non plus fait pour remplacer des appareils photo. Mais j'aime beaucoup cette idée de ne pas regarder dans un œilleton pourrave ou dans un écran LCD de basse résolution, mais juste d'avoir un cadre eh bien, qui reprend un peu les cadres des appareils photo argentiques, mais en très très grand format. Donc c'est un petit accessoire que je trouve assez sympa. Voilà. Je trouve ça assez sympa comme accessoire de dire que tu as à la fois eh bien, ton testeur de lumière qui va te donner des indications de luminosité pour régler ton appareil photo, mais en plus lui-même, il peut mémoriser et prendre des petites photos mignonnes là-dessus avec son viseur. Avouez que le petit objet, il est sympa, quoi. Il est sympa. C'est un pose-mètre, un appareil photo du coup. Oui, les Ewoks, ouais, c'est un pose-mètre. J'avais même plus le terme en tête. C'est un pose-mètre et un appareil photo. Et après, vous voyez, bah, il a une petite mémoire interne et vous pouvez sortir les photos. Encore une fois, l'appareil, il va pas faire des miracles, hein. Je trouvais juste l'objet très, très mignon, et plutôt malin si vous deviez acheter un pose-mètre. Voilà, c'est tout. Franchement, ça va coûter 1/20 de l'autre appareil photo que je vous ai montré, hein. C'est quand même pas mal.